France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum et pour ce jeudi 26 septembre à la une, après avoir soutenu les policiers, Jean-Luc Mélenchon les qualifie de barbares. Le leader de la France insoumise a-t-il commis une erreur? C'est la question qu'on se pose, que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Pour en parler avec nous, Yasser Louati, Osinras dans quelques instants. Invité dans le grand forum, Alexandre Langlois, policier suspendu par Castaner depuis le 4 juillet dernier pour avoir dénoncé des dysfonctionnements au sein de l'institution policière. Il sera avec nous et nous entamerons ce débat. Le dialogue entre police et habitants des quartiers populaires est-il rompu? C'est ce que nous allons pouvoir constater tout à l'heure à partir de 17h15 sur France Maghreb 2, sans oublier le quiz en fin d'émission. C'est parti pour la seule et réelle émission de liberté d'expression. L'info autrement, ça s'appelle le Grand Forum et c'est tous les jours sur France Maghreb 2 de 16h à 18h. Grand Forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio. Ce jeudi, nous sommes aujourd'hui le 26 septembre. J'espère que vous allez tous bien et jusque 18h, comme chaque jour, nous allons refaire l'actualité et on va s'arrêter aujourd'hui, essayer d'entamer un dialogue avec notre invité qui sera là tout à l'heure, accompagné de nos chroniqueurs qui arrivent tout juste. Je veux pas dénoncer qui que ce soit. Non, on n'est pas dans la délation. Il y a Ossine qui est arrivé en retard. Pour une fois que c'est pas moi. Yasser Louati et Osinras qui sont arrivés à 1 minute d'intervalle. À l'instant même pas eu le temps de se serrer la pince. Véhiculé, il y en a qui ont leurs excuses. Il y en a, c'est un motard en plus. En plus. Yasser Louati, bonjour. Bonjour Yasser Louati. Bonjour Christophe. Bonjour Osinras. Bonjour Christophe. Comment il va? Qui? Les deux, vous allez bien? Donc comment ils vont? Comment ils vont? Alors, très bien, alhamdoulilah, grâce à Dieu, ça va. J'espère que tout le monde va bien aussi. Tout le monde va bien, moi je l'espère en tout cas. Yasser Louati, président du CJL, Osinras président de la street. Président de la street d'ailleurs, et de Bibliotès, faut pas l'oublier. Nous aurons un invité tout à l'heure, vous savez que le policier que nous allons recevoir est suspendu par Castaner depuis le 4 juillet dernier. Donc on l'invite, il a tout à fait sa place chez nous. Alors. Il a dénoncé justement les dysfonctionnements au sein de la police. Il a évoqué plusieurs affaires, notamment l'affaire Steve, où il dénonce des donneurs d'ordre. Il parle maintenant sans retenue visiblement et il sera avec nous tout à l'heure et on verra en tout cas s'il est possible d'entamer ce fameux dialogue entre habitants des quartiers populaires, eux qui ont connu la violence des policiers, la violence policière bien avant les gilets jaunes, bien avant la France entière. On verra un petit peu comment ça se passe, si le dialogue est possible. Je pense que oui, on peut s'entendre, se parler calmement, respectueusement et ça devrait bien se passer. Messieurs, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que nous avons perdu un de nos présidents. Monsieur Jacques Chirac est parti. Monsieur Chirac, vous êtes avec nous en direct, mais j'ai l'impression qu'il n'entend pas. Monsieur Chirac. Et qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou pas? Non, on ne chauffe pas l'appareil. C'est très triste. Jacques n'aurait pas aimé se voir comme il était. C'est mieux comme ça. C'est un très grand homme, un très grand Français. Il aimait son pays plus que tout au monde. Vous l'aviez encore vu ces dernières semaines? Oui, il y a maintenant, il y a peut-être 2 mois que je ne l'ai pas vu. Et voilà, à peu près 2 mois, donc il était très affaibli. Très affaibli? Oui, il était très affaibli. Et enfin, c'est terrible de voir partir un si grand homme comme il aimait la France. Mon Dieu, qu'il aimait la France. Et qu'il aimait les Français. Il aimait être avec eux. Il n'était pas mondain du tout, juste le contraire. Il aimait le Français, lui serrer la main, le tenir par le bras. C'était un homme très généreux, très à l'écoute des autres. Monsieur Chirac, est-ce que vous aviez un ours quand vous étiez petit? J'avais un lapin, pour ne rien vous cacher. Vous n'aviez pas d'ours? Je n'avais pas d'ours, j'avais un lapin, mais auquel je tenais beaucoup. Jacques Chirac était un homme d'État reconnu comme tel par ses pairs, qui lorsqu'il parlait des équilibres du monde, lorsqu'il parlait parfois de la prudence nécessaire, lorsqu'il exprimait ses valeurs, était écouté réellement dans le monde entier. Il n'était pas conflictuel, sauf dans certains cas quand ça lui paraissait vraiment nécessaire, mais il était quelqu'un qui faisait passer ses convictions à l'international. Et d'un autre côté, c'était aussi un homme très soucieux des Français, très à l'écoute des Français.
Français. Il avait toujours ces racines corréziennes qui lui faisaient être sensible à la façon dont les gens pouvaient réagir. Il était lui-même très attentif à ne pas créer de rupture. Et je pense que cette capacité à débattre, c'était aussi Jacques Chirac, et c'était aussi une de ses qualités. On pouvait ne pas être d'accord avec lui, on pouvait s'engueuler, et effectivement, et ça m'est arrivé, il y a des points sur lesquels je n'étais pas d'accord, et il était très respectueux, même si de temps en temps il avait une formule un peu à l'emporte-pièce. Il me disait parfois que j'étais aussi souple qu'un verre de lampe. Ça faisait partie aussi de notre jeu, mais je crois que ça ne gênait en rien la très grande affection que je lui portais, et je pense qu'il me portait aussi parce qu'il m'avait connue quand j'étais un peu gamine, comme il le disait. Comment voulez-vous que le travailleur français qui habite à la Goutte d'Or, où je me promenais avec Alain Juppé la semaine dernière, il y a 3 ou 4 jours, et qui travaille avec sa femme, et qui ensemble gagne environ 15 000 francs, et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, 3 ou 4 épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. C'est une immense tristesse. D'abord, la France perd son président. La famille gaulliste perd aussi un de ses inspirateurs. Et vous savez, les Français ont à un certain moment contesté les actions politiques de Jacques Chirac. En revanche, ils n'ont jamais douté de l'affection et même de l'amour qu'il leur portait. Et la douleur qui est ressentie aujourd'hui partout en France, eh bien c'est le reflet de cet amour en fait que Jacques Chirac a supporté aux Français, qui lui rendent aujourd'hui. Et il y a une telle sincérité, une telle relation de proximité entre les Français et Jacques Chirac, on est tous bouleversés. Moi, j'avais pour lui à la fois un immense respect, une très grande admiration et puis une immense affection. Il a fait rayonner la France dans le monde entier. Pas un chef d'État au monde n'ignorait l'existence de Jacques Chirac. Tout le monde connaissait Jacques Chirac, et il avait su tisser aussi sur la scène internationale des relations personnelles, individuelles avec énormément de chefs d'État. Et ça, vous savez, il a été pendant 40 ans dans le top 2 de la vie politique française. Je pense que personne d'autre n'a été pendant une telle durée dans le top 2 de la vie politique française. Qu'il soit maire de Paris, président du RPR, Premier ministre, président de la République, dans toutes ses fonctions, il a toujours su incarner la France. Je voulais savoir, visiblement, vous développez un programme que vous avez ébauché dans quelques propositions dans votre livre. Qui nous parle ce soir? Est-ce que c'est le maire de Paris? Est-ce que c'est le président du RPR? Ou est-ce que c'est le candidat à la prochaine élection présidentielle? C'est Jacques Chirac qui vous parle, appuyé sur une certaine... Qui est Jacques Chirac? Qui est appuyé sur une certaine expérience. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. Les Français, je pense, une grande tristesse. C'est une page de notre histoire collective qui se tourne. Et même si nous n'avons pas partagé ses choix politiques, chacun reconnaît qu'il fut un président digne. Il a pris à certains moments des décisions qui ont permis à des gens, pas de la même couleur politique, de se sentir représentés dignement. Je pense par exemple à la décision de ne pas engager la France derrière les États-Unis lors de la Deuxième Guerre d'Irak. Je me souviens, pour ma part, par exemple, il me dit, parce que j'avais voté Chirac face à Le Pen, qu'au moins mon vote n'avait pas été complètement inutile. Pour la majorité, Jacques Chirac a marqué l'histoire politique de son empreinte. Je crois à la fois que c'était un homme d'État et que dans la mémoire des Français, il restera des actes forts. Et cela, je trouve que ces traces inscrites dans l'histoire sont importantes pour la construction de notre pays. Sur votre livre, là, il y a un pommier. C'est pas évident, c'est votre contribution à l'écologie ou c'est une œuvre, une imagination, une intuition artistique? Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes, et ensuite je trouve que c'était joli. Voilà,
C'est tout, ça ne va pas plus loin. Ça. C'est un geste spontané. Ils aiment bien le cidre aussi. Certaines émotions, c'est quand même. Et bon, voilà, je suis un peu maintenant. C'est une grande figure politique française qui nous quitte, hein, et donc. C'était un grand président. Ça vous fait de la peine? Oui, bien sûr. Non, ça m'a fait quand même quelque chose parce que, bon, en étant président, quand même, il a souvent été quand même bien. Hein. Ah mince alors. Vous l'aimiez bien? Ah oui. Mais sérieusement, oui. Pourquoi? Oui. Je trouvais que c'était un homme qui était bien, je sais pas. Maintenant, vous savez, c'est difficile. Hein. Ah non, mais là, je suis abasourdi là. Il a été très intelligent. Moi, je l'aimais bien comme président. J'ai voté 2 fois pour lui. Et je suis triste d'apprendre cette nouvelle. Ça me fait beaucoup de peine. Il a été un président très aimé des Français. C'était un homme qui était proche des gens. Et je retiendrai principalement de lui qu'il a été un grand promoteur de la diversité culturelle. Qu'est-ce encore comme problème? Je commence à en avoir assez. What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Then let them go and let them do. No, that's no problem. No, this is not a method. This is a provocation. L'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Il doit y avoir des limites à la calomnie. Hier, on faisait circuler une rumeur fantaisiste sur une grave maladie qui m'aurait atteinte. Sous-entendu, je ne serais plus capable d'assumer mes fonctions. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque, de même commandée et payée, et que l'on m'imputait, et qu'il y avait surtout toute une série de voyages à des noms de gens dont je n'ai jamais entendu parler. Donc jamais. Pour vous, les sommes se dégonflent? C'est pas qu'elles se dégonflent, c'est qu'elles font pchit, par, si vous me permettez cette expression, par des... Qu'est-ce que j'entends? Des propos sur le physique, le mental, la santé. Je me dis, c'est tout de même un peu curieux. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion. Même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire. Monsieur Chirac s'en est allé à l'âge de 86 ans, messieurs, dames. Yasser, qu'est-ce que tu retiendras de Jacques Chirac? Oula, pas mal de choses. Hein. J'ai vécu sous Chirac en tant que maire de Paris. Ouais. Donc je sais que bon, c'était mon enfance, donc j'en garde des souvenirs plutôt. Le type qui saute par-dessus qui fraude dans le métro, etc. Et un peu, enfin, quand j'étais en CM2, on avait été aussi le voir pour qu'il nous signe un livre sur le général de Gaulle, etc. Bon, j'étais encore gamin, j'avais pas trop le choix. Par contre, oui, bon, il y a quand même 2 choses, c'est vrai, sur lesquelles on peut dire chapeau, que des moments historiques, mais bien sûr, c'était en 96 à Jérusalem, quand il menace de reprendre son avion et de rentrer en France, mais surtout, là, d'avoir tenu ferme face à Bush en 2003 pour l'invasion en Irak. On se rappelle du discours mémorable de Dominique de Villepin, d'ailleurs. Exactement. Ouais. Donc là, parce que c'est une posture, j'en parlais encore tout à l'heure avec des collègues, c'est vrai que oui, ça c'est une posture que personne n'oubliera, elle est restée dans l'histoire, et l'histoire lui aura donné raison. Éric Coquerel disait d'ailleurs, j'ai voté Chirac et au moins mon vote n'aura pas été inutile pour cela. C'est vrai, bon, Coquerel, c'est vrai, voilà. mais sur le fond, oui, c'est vrai. Oui. Par contre, on peut pas oublier non plus les déclarations racistes sur le bruit et l'odeur. On l'a réécouté. Qu'on vient d'entendre, Malik Oussekine et son décès et les voltigeurs, les affaires. On n'oublie pas qu'il a quand même été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics et abus de confiance, la reprise des essais nucléaires, la réforme du code de la nationalité, avec Pasqua à l'intérieur, la répression brutale du soulèvement des quartiers populaires en 2005, l'entrée en vigueur de l'islamophobie dans la loi, avec la loi d'interdiction du foulard dans les écoles en 2004. Donc voilà, on n'oublie pas, c'est vrai que l'opinion publique est toujours à la mémoire très courte dès qu'on parle de politique, mais il faut pas non plus en faire un saint et un espèce de c'était mieux sous Chirac. Non, c'était un fin politique. Disons qu'après on a eu Sarkozy et Hollande quand même. Oui, mais Sarkozy est venu au pouvoir grâce à Chirac aussi, donc Chirac aurait très bien pu prendre la main sur 2005 et dire il est hors de question maintenant de transformer un soulèvement social en une émeute identitaire
Et comme ça a été répandu, oui, ce sont ces Noirs et ces Arabes qui se soulèvent contre la République. Donc voilà, moi, à part les deux postures historiques de 2003 et de 96, moi j'ai plutôt un bilan extrêmement négatif pour Jacques Chirac. Ossine. Ouais, exactement. Jacques Chirac. Moi, pour moi, je suis un peu attristé quand même parce que moi aussi j'ai grandi sous l'ère Chirac. Donc il y a toujours quelque chose, un moment d'histoire qui s'efface. Meilleur ami de la Palestine. Ça veut dire pas justement ce que je voulais dire justement. Alors en fait, il y a un contrepoids par rapport à, il y a deux mesures par rapport à Jacques Chirac, à sa politique locale, donc nationale en France en tant que président. Alors j'oublie le côté maire de Paris parce que je me sens pas trop concerné. Mais après, sous le maire de Paris, il faut pas oublier aussi que il y a le grand parc d'attractions Mirapolis qui avait fermé pour justement pouvoir ouvrir Euro Disney, puisque c'est grâce à Jacques Chirac que les Américains ont réussi à s'installer à Paris. Faut pas l'oublier, c'était le plus grand lobbyiste par rapport à Euro Disney, ce qui a fait perdre l'emploi de plusieurs forains en France et plusieurs structures plutôt indépendantes et françaises comme Mirapolis à Cergy-Pontoise à l'époque, faut pas l'oublier. Alors en politique locale, moi je suis assez critique, en politique nationale. Après sur le plan international, je trouve que quand même c'est une des plus belles figures françaises qu'on ait eues, surtout sur le plan panarabique, entre autres au Moyen-Orient, etc. Relationnellement parlant avec les pays arabes, il y avait quand même de très bonnes relations. On disait que c'était un ami des Arabes. Exactement, voilà, c'était une très belle image aussi pour la France, un moment de paix qu'on a ressenti quand même. Alors bien sûr, sa plus grosse erreur, moi au-delà, alors bien sûr le bruit et l'odeur, etc. Je l'ai entendu. C'est vrai qu'il était bourré d'ailleurs. Je l'ai entendu que dans des chansons ou grâce au groupe Zebda ou à d'autres choses. Zebda, ouais. Mais moi, ma plus grosse défaite par rapport à Jacques Chirac, c'est justement la tribune qu'il a offert à Nicolas Sarkozy pour pouvoir faire son parcours par la suite. Ça, en plus, il l'avait mis à l'intérieur. C'est pas rien. Il l'a pas mis dans un ministère. C'est vraiment. Il a mis le pied ministre de l'économie au début. Du Sarkozy, budget, je crois, un truc comme ça. Sarkozy, du budget. Puis après, il a été à l'intérieur. Et c'est là en 2005. Malgré sa trahison avec Balladur. Donc enfin, moi, je me rappelle la trahison avec Balladur. Pour moi, j'avais quoi, 14-15 ans à l'époque. Enfin, quand Nicolas Sarkozy est revenu sous Chirac, je me dis, mais même moi à mon âge, je comprenais pas son retour. Ouais. Après la suite, on connaît. C'est une stratégie qui a pas marché. Je pense qu'il a voulu mettre à un poste difficile pour le faire échouer. Justement, pour le faire échouer, mais ça a loupé. Mais c'était oublié. Alors, en même temps, la dynamique de pouvoir qu'il y avait au sein même de la place Beauvau, c'est bien que c'est un ministère qui est profondément ancré à droite. Oui. Donc mettre quelqu'un de cassant comme Sarkozy qui était prêt à jouer la carte identitaire à l'intérieur, forcément, ça pouvait que marcher. Ouais. Après, faut pas oublier que c'était aussi le petit de source sûre, de source proche de la famille Chirac. Nicolas Sarkozy est le vrai petit chouchou de Bernadette. Exact. Et Jacques Chirac ne fait rien sans l'avis de Bernadette Chirac. Ça, c'est pas faux. C'est une vérité qui existe réellement. C'est un peu pas comme Macron et sa femme, mais d'une manière différente. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la fin de sa vie, elle a géré la vie de Jacques Chirac depuis leur rencontre. D'ailleurs, à l'instant, j'en ai un sur Twitter qui m'envoie la photo, Ali, et que je salue, qui m'envoie la photo de Chirac en Algérie en 56-58. Oui, oui, exact. Mais il y a une autre image aussi en Algérie en 2003. Où il avait fait une visite d'État en Algérie, où il avait passé plusieurs jours, et il avait été acclamé, Chirac les visas, on se rappelle de cette phrase acclamée, applaudi, bien accueilli en Algérie, et on sentait quand même que Jacques Chirac était un ami, un ami des pays arabes, des pays du Maghreb, qu'il affectionnait particulièrement, le Liban notamment. Il affectionnait beaucoup le Liban. Oui, c'est vrai que pour la mort de Hariri, il en avait été personnellement affecté. Ah oui, absolument. Et même Yasser Arafat l'appelait le docteur Chirac. Ouais. Et comme la dame elle a dit, c'est un grand président, il mesure plus d'1m90. Ah oui. Aussi. Désolé, mais comparé à ceux qui ont suivi, sincèrement, il faut quand même lui attribuer qu'il était dans une division qui était propre. Ouais. Plus personne n'arrivait à son niveau après lui. Ni Sarkozy, ni Hollande, encore Macron. Donc non, c'est que là-dessus, quand on entend souvent que c'est le dernier président de la France, quelque part, c'est pas faux non plus. C'est pas faux. Ouais. Après, pour terminer, pour les points positifs, que ce soit en politique internationale ou nationale, il a quand même une carrure et un charisme qui est quand même imposant. Oui. Faut pas l'oublier. On a rarement eu des présidents de la sorte. Bon, Macron aussi, pour certains, c'est relatif, détient un certain charisme. On l'a pas eu sous Hollande ou Sarkozy. Ni Mitterrand, même si par la parole, etc. En tout cas, par l'allure et la posture, c'est Chirac qui a peut-être eu le plus beau charisme, la plus belle carrure par rapport vous n'avez pas le monopole du cœur. Vous vous rappelez de cette phrase? Ah non. Oui. C'était un débat entre Chirac et Mitterrand. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur le ministre. Non, mais voilà, c'est vrai. Quoi qu'on dise sur lui, c'est vrai. On peut dire, il a été trempé dans des affaires.
Ça a été d'ailleurs globalement un assez bon maire de Paris pendant longtemps, de 1977 à 1995. C'est comme demander aux personnes qui habitent à Levallois, est-ce que Balkany était un bon maire? Ils vont te dire que oui. Ils vont tous dire que oui. Oui, absolument. Sauf que moi, même enfant, je me souviens, je n'ai pas connu Chirac sans passer je n'ai pas connu une année sans que Chirac soit mêlé des affaires. Il y a toujours eu des voilà, bon, ça voilà. Pas, il avait ce travers, c'est vrai. Voilà. Excuse-moi, c'est quand même un gros travers de fonds publics. Enfin, après, on savait, voilà, les frais de bouche, on sait plus à combien de milliers de francs, etc. Non, je dirais, sincèrement, c'est vrai que moi, ce qui m'est resté, c'est que je me souviens que Chirac était systématiquement associé aux affaires. Oui, c'est vrai. C'était l'homme des affaires. Mais voilà, comme vous l'avez dit d'ailleurs tous les deux, ces deux images importantes. Je pense à retenir de Jacques Chirac, c'est vraiment cette fierté d'avoir été français en 1996 lorsque à Jérusalem, il menace effectivement de reprendre l'avion parce qu'on voulait l'empêcher. On rappelle les images, on voulait l'empêcher d'aller visiter ou de rencontrer, d'aller serrer des mains aux Palestiniens. Il n'avait pas du tout apprécié cette sécurité rapprochée d'Israël et il avait vraiment menacé. On a vu son coup de colère qu'on vous a mis d'ailleurs à titre de nostalgie sur la page Christophe Le Grand Forum. Allez revoir ces images. Il y a même des gens qui ne savaient pas d'ailleurs, qui ont dit je savais pas que c'était quand même à tel point. Et à revoir, vraiment ces images sont magnifiques et c'est vrai que depuis on peut quand même difficilement imaginer un président français par la suite faire ce genre de choses. Et puis évidemment 2003 c'est ce refus de suivre Jacques Chirac, George Bush, dans les mensonges évidemment qui ne sont plus approuvés, de prétexte pour aller faire la guerre en Irak. Il a dit non, on n'ira pas. Et sur le coup, il a hyper bien fait. Aujourd'hui, on a l'impression que tous les présidents qu'on a eu, et surtout après, on était des caniches derrière les Américains. L'arrivée de Sarkozy, ça a été vraiment un atlantisme décomplexé. Décomplexé, c'est ça. On avait plus de politique. Il a rejoint l'OTAN, etc. C'est vrai que, et comme disait à l'instant aussi, c'est vrai qu'il y a une politique intérieure, et c'est vrai que sa politique étrangère était quand même la politique étrangère a dissocié de celle de l'intérieur. Mais bon, sauf que nous sommes ici à Paris, en France, etc. Donc on juge aussi sur la teneur de ces deux mandats. Et malheureusement, pour moi, le bilan est très négatif. Bon, 86 ans, en tout cas, il aura bien vécu. Voilà, monsieur Jacques Chirac, président de la France de 1995 à 2007. S'en est allé. Et écoute, espérons qu'il soit bien accueilli là où il sera, quel que soit l'endroit où il sera. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on s'intéresse un peu à Mélenchon. Vous avez suivi un peu la polémique Mélenchon, les policiers, le syndicat Alliance. Sauf que moi, j'ai retrouvé quand même un Mélenchon à l'époque qui défendait la police. Aujourd'hui, il les traite de barbares. Où se situe le vrai Mélenchon? C'est la question qu'on peut éventuellement se poser. C'est Charlie, arrête. Ah bon, d'accord. On peut dire que barbare, qu'est-ce qu'on peut dire? Arrête, Christophe. Alliance sont très vénères, et ils sont toujours vénères, Alliance. Soit c'est pas assez, soit c'est trop. Ils sont vénères parce qu'ils ont demandé à Castaner de porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Ce à quoi Castaner a dit qu'il avait effectivement signalé ses propos à la justice. Voilà. On demandera peut-être la réaction de notre invité tout à l'heure, Alexandre Langlois, qui est policier suspendu pour l'heure depuis le 4 juillet pour une durée de 12 mois a priori pour avoir dénoncé des dysfonctionnements au sein de la police. Et il propose d'ailleurs un débat avec Castaner, évidemment un débat qui reste sans réponse du côté de Castaner, avec Alexandre Langlois qui a décidé donc visiblement de parler. Il sera avec nous dans un instant. On va parler nous de la réalité du terrain aussi, dans les quartiers, comment ça se passe. La violence policière, on la connaît nous, voilà, et on veut lui en parler. On veut qu'il a peut-être pas comprendre, mais en tout cas qu'il nous l'explique. Et lui, il s'en prend beaucoup d'ailleurs dans ses déclarations que j'ai pu regarder aux donneurs d'ordre. On peut être un peu d'accord d'ailleurs là-dessus. C'est vrai que les policiers n'agissent pas, je vais dire individuellement, à part quelques-uns, comme ça, sans ordre. Ils ont des ordres. On leur dit d'aller faire ça. Je pense. Ouais, je comprends. Ouais. Mais exceptionnellement, moi qui suis pas du tout pro-police, je le cache pas, même à m'asseoir, à discuter avec eux, etc., j'y trouve des difficultés parfois. Là, pour le coup, je pense qu'avec Alexandre Langlois, on va trouver plein de points communs. Bon, c'est formidable. Je trouve ça très courageux ce qu'il fait. Et puis j'ai suivi un peu son histoire, mais au-delà, depuis, j'ai suivi son parcours, etc., et je trouve que c'est assez flatteur. Vous savez que j'ai invité Linda Kebab. Oui. Oui, là, j'attends la réponse. Mais là, c'est pas la même chose. Je serai là aussi. C'est pas la même chose. Hein, je serai là aussi. Attention. Le Grand Forum, merci d'être avec nous. Je vous rappelle demain notre invité Esther Benbassa aussi qui sera avec nous, la sénatrice Europe Écologie Les Verts demain à ce même micro. Restez bien avec nous. Dans un instant, on s'intéresse au cas Mélenchon et Yacine aura réussi à... Alors c'est pas vraiment un avis tranché, mais il veut nous faire part de ce qui s'est passé hier. Exactement, et qui se passe en ce moment toujours au tribunal de Versailles. Voilà, parce que nous on est connectés partout. À tout de suite sur France Maghreb 2.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le grand forum, merci d'être avec nous avec Ossine Ras et Yasser Louati sur France Maghreb 2 après avoir parlé donc de la disparition de Jacques Chirac, l'ancien président Chirac qui est décédé donc à l'âge de 86 ans aujourd'hui. Place maintenant à Mélenchon, une toute autre affaire, l'affaire Mélenchon, la polémique Mélenchon avec la police. Rien ne va plus après les avoir qualifiés de barbares. Depuis plusieurs nuits maintenant, nous assistons à des manifestations d'un genre totalement inhabituel. Ce sont des policiers, parfois cagoulés, ce qui est assez surprenant, qui expriment une colère qui n'a rien de feinte, dont on sent qu'elle est ancrée en profondeur. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits, allez faire votre métier de policier. En voyant ça, je me suis dit qu'il n'était pas possible qu'on regarde ailleurs ou qu'on fasse comme si tout ça était de l'ordre habituel des événements dans notre pays. Ce n'est pas vrai. C'est quelque chose d'absolument inouï. La République, c'est moi! C'est moi qui suis parlementaire! Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte! Il s'agit d'un corps de fonctionnaires qui incarne le maintien de l'ordre public, celui qui est décidé par les lois. Et on les voit eux-mêmes manifester sans autorisation une nuit d'état d'urgence, des nuits dans lesquelles nous sommes toujours sous l'état d'urgence. Je suis absolument certain qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Et s'ils le font, c'est donc que leur ras-le-bol a atteint la limite à partir de laquelle tout est emporté. Jean-Luc Mélenchon qui exprimait donc une certaine compassion envers les policiers très fatigués par l'état d'urgence. On s'en souvient après les attentats de 2015, c'était en 2016 ces propos. On y a évidemment mis dedans cette fameuse phrase, cette fameuse colère au siège de la France insoumise. C'était l'année dernière en 2018. Et aujourd'hui, en marge d'une manifestation concernant les régimes de retraite, c'était mardi dernier, au détour d'une conversation qui a été captée évidemment par les caméras. Et aujourd'hui, les hommes politiques doivent bien comprendre et savoir que quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils sont de toute façon filmés, que leur parole est captée. A qualifié les policiers de barbares, a même dit heureusement que je n'étais pas là parce qu'ils finiraient par me tuer. Voilà des propos évidemment qui ont créé la polémique, et le syndicat policier Alliance est monté au créneau, a demandé à Castaner à ce qu'il porte plainte contre le leader de la France insoumise. Ce matin, Alliance a fait une demande à ce que tous les policiers aillent devant le siège de la France insoumise, ce à quoi Mélenchon hier depuis l'Assemblée nationale a demandé à tous les sympathisants de la France insoumise de ne pas se rendre devant le siège de la France insoumise parce que il pourrait être très violent. Bref, en tout cas, c'est pas prêt de s'arranger. Et cette question, après avoir soutenu les policiers, Jean-Luc Mélenchon les qualifie donc de barbares. Le leader de la France insoumise a-t-il commis une erreur? C'est la question que l'on vous pose, et vous êtes dire oui 47%. Donc en majorité à dire non. A-t-il commis une erreur dans sa stratégie, Mélenchon aussi? Une erreur, moi je pense pas. Il a dit ce qu'il pensait, s'il le pense vraiment. Moi, où ça me gêne un petit peu, bon là il utilise les mots de phénomène nouveau. Voilà, il prouve encore que, comme tous les partis, la France insoumise a un réel écart avec ce qui se passe dans nos quartiers. Quand je dis nos quartiers, je parle de la France pour de vrai. On a eu l'occasion de leur dire d'ailleurs la semaine dernière. Exactement, et on n'arrêtera pas de leur répéter. En tout cas, j'arrêterai pas de leur répéter qu'il y a un fossé énorme et qui sera toujours présent tant qu'ils vivent pas nos vies pour de vrai. Là, ils sont surpris puisqu'il utilise les mots phénomène nouveau. Un phénomène nouveau qui soit cagoulé ou violent, c'est pas nouveau du tout. Ça, c'est mon avis. Ensuite, ils veulent l'attaquer pour le mot barbare. Est-ce qu'il est trop dur ce mot-là, ou est-ce qu'il est trop doux? Ça, c'est relatif encore. Une personne qui a vécu des violences policières, plus ou moins, c'est-à-dire des petites violences comme des grandes violences. Ben voilà, pour lui, peut-être que le mot barbare est trop adouci. Pour nous, ils sont inhumains plus souvent. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, on ne généralise pas, bien sûr. Moi, dans ma vie perso, on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Alexandre Langlois. Je n'ai vu quasiment que du négatif, à 99% dans la police. Lui, il semble découvrir ce système-là. Il y a plein de choses qu'il ne connaît pas qui existent dans les quartiers, dont une brigade qui s'appelle la BST et qui existe depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je ne sais pas où elle en est, mais à l'époque, elle a fait beaucoup de dégâts dans les quartiers, surtout sur des mineurs
qu'elle a sauvagement agressé dans pour le calme et pour la sûreté urbaine, comme ils appellent ça, la sûreté territoriale. Donc c'est pas nouveau du tout. Ils semblent découvrir des choses. Des policiers cagoulés non plus, ça n'est pas nouveau. Ok, des perquisitions pour du grand banditisme, ça existe, mais des perquisitions pour des petites barrettes de shit, pour un petit vol d'un mineur où une dizaine de personnes cagoulées arrivent de bon matin chez toi, ça existe aussi. Et oui, on a subi pour des petits trucs, pour des petites erreurs banales, je dirais banales. Donc voilà, moi ce qui me choque le plus, c'est sa découverte de l'agressivité de la police. En plus, le fait qu'ils disent c'est un phénomène nouveau, qui semble être le découvreur de tout ça, genre un petit peu comme le Christophe Colomb de la violence policière en France. Moi, je trouve ça dégueulasse. Encore une fois, j'aime bien le Christophe Colomb de la violence policière. Ils volent la parole des quartiers. Ouais. Quand tu fais ça, tu n'aides pas parce que t'atténues la réalité des quartiers. Tu n'es pas le représentant de la tu n'es pas le porte-parole des violences policières dans les quartiers, comme on a pu le répéter à la personne de la France Insoumise la semaine passée. Il y a une différence entre participer à des manifs pour récupérer un certain électorat et y prendre cœur et y prendre part pour de vrai du début jusqu'à la fin. Pour moi, c'est pas le cas du tout, ça reste de la récup. Après, sur son cas particulier, j'ai pas d'affection ni pour la police ni pour Mélenchon, donc moi je trouve ça un peu trop facile de sa part. Erreur ou pas de la part de Mélenchon dans cette crise aujourd'hui ouverte avec les policiers et notamment un syndicat Alliance? Les policiers sont-ils d'abord des barbares? Est-ce que c'est une erreur dans la bouche d'un élu de la République, Yasser Louati? Encore une fois, je rejoins là-dessus aussi. S'il a pensé qu'ils sont barbares, de toute façon, les accusations de violence envers la police et de comportement de comportement barbare, quand on s'en prend à des personnes qui sont désarmées et qu'on tabasse gratuitement pour envoyer un message, quand on a maintenant le retour des voltigeurs en moto, quand on voit comment est-ce que la répression s'est organisée contre les gilets jaunes, pour lesquels je ne suis pas nécessairement un partisan, néanmoins, là on a vraiment un discours en fait ethnocentré de la part de Mélenchon. C'est que ces violences-là existent parce qu'aujourd'hui elles m'affectent, mais ça veut dire que 30 ou 40 ans de mobilisation des quartiers populaires et particulièrement des populations non blanches contre les violences policières, apparemment c'est vite passé à la trappe. Donc tous ces hurlements, toutes ces associations, toutes ces victimes de Malik Oussekine jusqu'à Ziad Ebouna, et aujourd'hui ce qu'on continue de voir dans les tribunes et les manifestations des quartiers populaires et les conférences qui sont organisées, tout ça en fait n'existe pas. C'est là en fait que Jean-Luc Mélenchon exprime pourquoi est-ce que pour l'instant il n'y aura pas convergence entre convergence des luttes, le terme pompeux de l'extrême gauche, lorsque vous avez une prise en compte de la souffrance que lorsqu'elle prend la couleur blanche. Et c'est exactement ce qui s'est passé, comme je l'avais dit plusieurs fois, sur cette même station ici même, avec l'état d'urgence. Donc on a eu des organisations blanches, de gauche, d'extrême gauche, qui n'ont commencé à compter les violences de l'état d'urgence et les perquisitions que lorsque on s'en est pris à leurs camarades, des syndicats, des ANAR et des militants écolos. Maintenant, concernant le propos même de Jean-Luc Mélenchon, s'il le pense, pourquoi lui interdire, et pourquoi est-ce que maintenant Alliance veut porter plainte contre Jean-Luc Mélenchon? Quel message il faut envoyer? Que la police est au-dessus de toute critique, qu'il est impossible de critiquer la police. Donc là, on en vient à une police de la pensée qui tend à faire croire que prenez-vous-en à la police et vous aurez des nouvelles dans les tribunaux. C'est un message qui est complètement malsain, surtout que les accusations de ce type ne viennent pas seulement de la bouche de Mélenchon. Beaucoup les ont prononcés, et donc c'est bien qu'à un moment, il faut bien que le syndicat majoritaire Alliance, qui truste les stations services, les stations radio et les chaînes de télévision, à commencer par BFM, commence à redescendre. Non mais super violent. C'est là qu'on voit justement que Alliance est un groupe de pression idéologique. Il n'est pas là pour servir les fonctionnaires de police, parce que si vraiment ils étaient là pour défendre leurs camarades, ils commenceraient par exprimer des craintes sur la gestion du personnel même, les conditions de travail et le fait qu'on a une orientation idéologique à la place Beauvau, et c'est les petits soldats qui vont sur le terrain pour les appliquer. Maintenant, ces petits soldats du terrain sont absolument pas au-dessus de critique. On voit comment ils se comportent et l'arrogance avec laquelle ils narguent les manifestants une fois qu'ils les ont tabassés. Je voyais cette vidéo par exemple de ce qui s'est passé à Nantes. On a les policiers de la BAC, après avoir fait semer la terreur dans les rangs des manifestants, repartent en scandant, en chantant et en dansant littéralement. Donc ouais, mais Mélenchon a dit des barbares, posez-vous la question pourquoi. Mais est-ce que au-delà ça fait de Mélenchon un allié? Absolument pas. 01 40 33 9000 pour nous dire ce que vous en pensez de cette affaire. Est-ce que Mélenchon, selon vous, a commis une erreur en qualifiant les policiers de barbares? On se rappelle qu'il les avait soutenus, ces mêmes policiers, en 2016-2017. Aujourd'hui, ils découvrent qu'ils sont barbares. Vous nous appelez au 01 40 33 9000.
On rappelle qu'il est en plein procès, un procès qui a démarré il y a une semaine à Bobigny. C'était un véritable show, hein, c'est pas un procès, c'est un spectacle entre Éric Dupond-Moretti et Jean-Luc Mélenchon. Voilà, c'est un petit peu ça qui a retenu les images des chaînes d'infos en continu pour évoquer ce procès. Mais en tout cas, ce que je retiens moi aussi, quand j'entends pas mal de gens autour de moi parler, c'est que les donneurs de leçons commencent à suffire. Je veux dire, voilà, aujourd'hui, il fait mine de découvrir une certaine réalité. Voilà, tant pis pour lui, il avait qu'à y penser avant, quoi. Mais bien sûr, parce que c'est arrogant de sa part. Oui, comme tu dis, les soutenait en 2016. C'est un tribun. De toute façon, il est arrogant par nature. Il est soutenu en 2016-2017, comme tu disais. Nous, en 2014 et bien avant 2013 et plein d'années, on a manifesté dans les rues, entre autres pour la Palestine, pour Gaza. Et s'il n'y a pas de mots pour ce qu'on a subi par la police. Et là, je parle pas des interdictions de manifester, des interdictions préfectorales. Là, je parle des coups de gaz dans les poussettes que j'ai vu de mes propres yeux en plein Paris, où personne n'était choqué. Et ça s'est passé samedi dernier lors de la marche climat. Quand je voyais, mais justement, c'est comme disait Yasser juste avant, dès que c'est un sujet entre guillemets de non racisé, de blanc, on va dire, que même si j'aime pas parler comme ça, c'est pas mon avis le plus fort, hein. Mais quand même, faut dire les choses comme elles sont. Dans le système, on est plus choqué, l'opinion publique est plus choquée quand ça concerne quelqu'un de blanc, quelqu'un ou un thème qui les concerne plus. Là, on va parler du climat. Je dis pas qu'on n'est pas concerné, mais bien évidemment, c'est un sujet qui va plus toucher la population française plutôt que les problèmes qu'on va retrouver dans les quartiers populaires ou au Moyen-Orient. Pour faire face aux, je voulais faire une petite interlude. Pour faire face au syndicat Alliance, faut aussi mettre en avant les propos du chef du syndicat de la police de l'intérieur, enfin police ministérielle ou un truc comme ça, qui a justement dit qu'il ne fallait pas plainter pour pas rentrer dans le jeu justement de Mélenchon, de ne pas lui offrir une nouvelle tribune, et encore une fois pour pas qu'on ait les propos qu'on a eu tout de suite, comme quoi voilà, faut pas toucher à la police, sinon tu auras affaire à la justice et au tribunal, parce que c'est le message qui va être envoyé au cas où Castaner porte vraiment plainte. Je trouve pas que ça va être bénéfique pour la police. De toute façon, rien n'est vraiment bénéfique pour la police. Eh ben, on en parlera, tiens. Ça, c'est un bel accueil qui est fait à notre invité, Alexandre Langlois, qui s'installe. On va laisser s'installer tranquillement, et bienvenue, en tout cas, Alexandre Langlois dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. Avec vous, on va échanger, essayer de comprendre, finalement, qu'est-ce que ce métier de policier. Vous allez échanger avec ici à votre droite Hossein Ras, qui est habitant et qui travaille et habitant dans les quartiers populaires. On sent que le fossé s'est quelque peu creusé ces quelques dernières années. Et Yasser Louati aussi, hein, qui a vécu dans les quartiers, qui vit d'ailleurs encore. Ouais, absolument. Et je pense qu'un dialogue est encore possible. On va en parler tous ensemble, en toute tranquillité, avec beaucoup de respect, respectueusement. C'est un peu l'ADN de cette émission. Mais on doit se dire les choses aussi en toute franchise. Et je compte sur vous, en tout cas, visiblement, d'après ce que j'ai regardé. La franchise, c'est ce qui vous caractérise. Donc ça tombe bien. Vous êtes le bienvenu. Installez-vous, Monsieur Langlois. Bienvenue sur France Maghreb 2. Juste avant, mon cher Hossein, tu voulais nous emmener à Versailles. Qu'est-ce qui s'y passe? On en parle maintenant. Oui, absolument. Alors voilà, je voulais vous faire part d'une affaire dont on avait parlé il y a quelques années déjà à France Maghreb, je crois, si je me trompe pas. Maintenant, ça arrive en 2015, donc j'étais pas encore là, je suis arrivé en 2016. En 2015, à Sarcelles, à Garges, plutôt au McDonald's de Garges, il y a eu un meurtre, le meurtre du jeune Samir Karkar, qui était mort à peine à la vingtaine, il avait 28 ans à l'époque, paix à son âme. L'affaire qui s'est déroulée ce soir-là, c'était à 4h du matin, au drive du McDonald's de Garges. Il a été agressé par un groupe appartenant à un autre véhicule qu'il ne connaissait pas. Il est mort sur le coup à cause d'un seul coup de couteau, mais qui a été violent et qui a été tapé au bon endroit. S'en est suivi une journée de marche à Sarcelles qui a réuni plus de 1000 personnes et qui a fait beaucoup de bruit en France. La personne était recherchée pendant un mois. Au bout d'un mois, il s'est rendu parce que voilà, le quartier de Gonesse, d'où il est originaire, hein, pour une fois, c'est pas à Sarcelles, mais voilà, la victime est de Sarcelles. Pendant un mois, il était recherché, donc en cavale. Il s'est rendu au bout d'un mois. Cette personne-là qui s'est rendue au bout d'un mois, le jugement a eu lieu en 2017, d'accord? En 2017, aux assises de Pontoise, cette personne a eu 20 ans de réclusion, 20 ans une peine de 20 ans ferme. Il a fait appel et l'appel est en ce moment au tribunal de Versailles depuis hier, donc il durera 3 jours et le verdict sera donné demain soir. Hier, j'ai pu assister à cette journée, cette première journée qui était très difficile et très dure.
où on a montré justement des photos, des vidéos qui étaient pas faciles pour la famille qui était présente. Voilà, c'était très difficile pour tout le monde, même pour le public qui était présent dans la salle. La personne qui est présente, alors le juge, juste pour faire quelques précisions, à la fin du premier jugement en 2017, quand ils ont annoncé la peine de 20 ans, faut savoir que la famille d'en face, donc le coupable, la victime s'appelle Samir Karkar, parce qu'il faut le préciser, je pense que son nom mérite d'être cité, mais le nom du coupable aussi, il s'appelle Antoine Emker. Enfin, le nom exact, je ne me rappelle plus, mais je m'en rappellerai juste à la fin d'émission. Cette personne-là, à la fin du tribunal, quand la peine a été prononcée, la famille est sortie en criant des salles arabes, parlant de terrorisme dans la salle, etc. Alors, je pense que ça a été retenu par les policiers qui étaient dans la salle et ça va ressortir au jugement. On l'a pas entendu hier, mais je pense que ça va ressortir aujourd'hui ou demain au tribunal, parce que je pense que c'est ajouté quand même au jugement qui sera rendu. Et ensuite, voilà, suite à ça, ils ont fait appel quand même. Aujourd'hui, hier, l'avocat général a précisé certaines choses. Lorsque il a été en mandat de dépôt, ce coupable, l'assassin, il a eu la superbe idée intelligente d'avoir un téléphone portable et d'en entrer plusieurs en cellule. Quand la police s'en est rendu compte, comme il était toujours sur enquête, il l'a mis sur écoute. Et quand il est sur écoute, il s'entretient avec les deux personnes qui sont avec lui dans le véhicule. Alors, je sais pas pour parler des origines, mais l'assassin et son cousin, donc ils sont d'origine chaldéenne. C'est important pour la suite que je vais vous raconter. Donc c'est une communauté qu'on associe souvent aux chrétiens d'Orient. Or, ils viennent de Turquie, qui n'ont pas fui, mais qui ont fui plutôt économiquement dans les années 90 pour s'installer à Sarcelles, Gonesse, Villiers-le-Bel. Ouais. Alors bien sûr, je rentre pas dans une guerre d'origine ou de stigmatisation d'origine. Hein. Mais la troisième personne dans le véhicule avec eux est une personne d'origine indienne. Et au téléphone, il parle avec son cousin, donc en araméen, qui est la langue des Chaldéens. Et il explique, il jure sur Dieu, parce qu'ils n'arrivent pas à s'entretenir avec le troisième pour monter l'affaire, pour s'arranger sur la réalité, pour monter une fausse affaire, pour raconter le même alibi. Donc à un moment donné, ils ont peur qu'il raconte tout. Et au téléphone, ce jeune homme a l'intelligence de dire à son cousin en araméen, sur Dieu, j'aurais dû le tuer lui aussi. Donc c'est comme ça qu'on a eu des aveux clairs et nets et précis sur la mort du jeune Samir Karkar, mais en plus qu'on a eu aussi, on a pu savoir ce qui va être ajouté aussi à cette peine au jugement d'aujourd'hui, qu'on a pu savoir qu'il peut récidiver et qu'il n'a pas encore repris de leçon de ce qui lui est arrivé. Aucun regret. Ouais. Aucun regret. Faut savoir que pendant toutes ces années, il n'a fait aucune excuse à la famille, qu'il n'a pas voulu en faire. Et qu'aujourd'hui, il a, grâce à l'aide d'un avocat qui est assez ingénieux, qui s'appelle Maître Cohen-Saban, qui le connaît depuis 15 jours, il a eu l'intelligence d'écrire une lettre que l'avocat général a précisé qui n'a pas été écrite par sa part. Ils le voient parce qu'ils ont fait une étude sur son écriture, etc. et sur ses mots qu'il ne peut pas utiliser. Donc hier, il n'avait pas l'air fanfaron comme au premier tribunal, il était plus calme, un peu plus attristé par rapport à la famille. Est-ce que c'est vrai ou hypocrite, je ne sais pas. C'est quand même, excuse-moi aussi, c'est quand même, on voit que, sans regret ni remords, ça continue à travers tout le procès. Si c'est le regret à la fin, pas parce qu'il y a eu sentence, est-ce que c'est vraiment des regrets sincères? Je pense aussi, ouais. Je pense qu'il a été conseillé pour atténuer peut-être sa peine en appel. Voilà, bon, il a pris 20 ans, c'est pas la peine. Le verdict, c'est demain. Le verdict, c'est demain soir, et on aimerait que beaucoup de monde vienne à Versailles. Le verdict sera demain soir. À quelle heure demain? On ne sait pas encore, parce que ça peut durer jusqu'à 23h minuit. Oui. Donc n'hésitez pas à passer, c'est ouvert à tous. Voilà. Juste pour préciser encore une fois pourquoi j'ai précisé l'origine, parce que la juge a pensé bon de faire une précision sur l'origine chaldéenne dans la salle devant les jurés. Peut-être qu'ils ne savaient pas tous. Donc on a parlé de génocide arménien de 1815 fait par les Turcs. On a parlé Aucun rapport. On a parlé de plein de choses qui est lié aux musulmans et qui est lié à la Turquie, etc. Moi, j'ai pas compris vraiment pourquoi ça a été fait, parce qu'il n'y a aucun lien pour les jurés, aucune information importante par rapport à l'affaire. Donc voilà, et on lui a précisé encore que leur communauté est liée par la religion chrétienne, donc le catholicisme, qui sont tous croyants, etc. Et si je veux pas vous raconter la tête des jurés, mais voilà, sur tous les jurés, il y a un maghrébin et un noir. Et le reste, on est à Versailles, quoi. Verdict demain, donc, dans ce procès. Ça va, vous êtes tous les bienvenus, que tu suis pour nous, et donc les auditeurs sont les bienvenus, en tout cas ceux qui habitent dans les alentours. Alexandre Langlois est avec nous, on l'accueille dans un instant sur France Maghreb 2, dans le grand forum. Restez avec nous, on va débattre, échanger ensemble. C'est le principe et l'ADN de cette émission. À tout de suite.
Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2, le grand forum. Je suis ravi d'accueillir Alexandre Langlois. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur France Maghreb 2. Vous êtes alors je sais pas s'il faut dire ex-policier, enfin vous êtes un policier suspendu. Pour l'heure, depuis le 4 juillet dernier jusqu'au 5 janvier prochain, pour avoir dénoncé des dysfonctionnements au sein de la police. Castaner en personne, le ministre de l'Intérieur, premier flic de France, vous a suspendu. D'ailleurs, suspendu, ça consiste en quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas payé. C'est ça, le terme exact c'est exclusion temporaire de exclu, fonction. D'accord. Et non pas suspendu. Donc oui, j'ai 12 mois d'exclusion temporaire de fonction, dont 6 fermes. Et les 6 avec sursis étant si j'arrêtais de faire du syndicalisme, une sorte de chantage, ils ne mettaient pas les 6 mois suivants. Donc effectivement, en cette période, je ne suis pas payé. Mais grâce à la solidarité populaire, je peux continuer à 100% de mon temps et je remercie tous les gens qui participent à qu'on puisse continuer de lutter contre les dysfonctionnements dans la police. Vous êtes tous syndiqués dans la police? La police a un énorme taux de syndication, quasiment 80% de syndiqués, mais pas pour les raisons qu'on croit, c'est parce qu'en fait, jusque pour le moment, jusqu'aux prochaines élections, les syndicats ont la main mise sur les mutations et les avancements. C'est-à-dire que si on veut faire carrière dans la police et avancer, retourner dans la famille ou juste progresser, il faut être dans le syndicat majoritaire. Donc il y a aussi un chantage, pas du tout par conviction que les gens adhèrent. Parmi les dénonciations que vous avez faites, c'est un médecin, je crois, pour des attouchements sexuels qui a été d'ailleurs condamné. Oui, il y a plusieurs choses. Donc, il y en a une des affaires, celle-là, elle est terminée. C'était un médecin police nationale qui agressait sexuellement les jeunes recrues. Donc, il y avait 10 personnes qui ont porté plainte, 8 femmes et 2 hommes, parce que lui, il n'était pas sectaire. Et à chaque fois que nos collègues portaient plainte, personne ne voulait les croire parce que c'était quand même un médecin inspecteur de la police nationale, un notable du coin. Et il a fallu qu'ils se mettent à 10 en même temps pour qu'enfin soient reconnus les faits. Donc, le tribunal a reconnu. Il a été condamné à 10 ans, à interdiction d'exercer la médecine. Il a été fiché au fichier des délinquants sexuels et il a eu 12 mois de prison avec sursis. Malgré ça, le ministre l'avait quand même, comme on avait dénoncé cet agissement, il a payé ses frais d'avocat pour nous attaquer aussi en diffamation. J'ai été relaxé des faits. Malgré que nos collègues aient enfin eu justice et que j'ai été relaxé, le ministre m'a quand même sanctionné parce que j'ai manqué à mon devoir de réserve pour avoir dénoncé ces faits au nom du syndicat. Vous l'avez invité en débat d'ailleurs, ça en est où? Ça en est nulle part, parce que M. Castaner ne débat pas, sauf si on veut le rejoindre en soirée au Noto. Vous demandez sa démission aujourd'hui? Pas qu'aujourd'hui, depuis quasiment le mois de décembre, on demande sa démission parce qu'en fait, être géré par quelqu'un qui donne une aussi mauvaise image de la police, qui ne respecte pas lui-même les règles qu'il nous impose, n'a pas sa place à la tête de la police nationale. Juste avant d'échanger avec Osinras et Yasser Louati, que pensez-vous de Jean-Luc Mélenchon qui qualifie les policiers de barbares? Nous on a réagi, on a dit que des fois il a des propos très audibles. Là malheureusement on est dans la surenchère qui ne fait que creuser le fossé, attiser les haines, et ce qui fait finalement chacun, c'est les gens qui sont dans la démagogie pure, ce qui permet à l'Alliance de réagir en disant voilà, à Castaner de donner le bâton pour se faire battre. Donc c'est dommage. S'il avait précisé, il y a des fonctionnaires qui n'exercent pas par leur travail, il y a des donneurs d'ordre qui aboutissent à des situations catastrophiques, ce qu'on dénonce, on aurait été les premiers à dire bravo. Là malheureusement il n'a pas fait de commentaires en disant je parlais pas de tous les policiers mais d'une catégorie de policiers. Ça aurait mis fin à la polémique. Donc du coup nous avons été obligés de réagir en disant que une fois de plus c'est l'amalgame qui pose problème et pas la dénonciation de certains comportements déviants. Vous avez commencé votre carrière en tant que policier au syndicat Alliance parce qu'il fallait faire un choix, puis vous avez vite compris en fait que c'était pas votre truc quoi. Non, c'était pas mon truc, mais après il y a deux choses différentes. Il y a le national qui fait plus des fois de la politique ou qui fait des grandes déclarations comme en ce moment, puis le délégué local qui n'a rien à voir, qui essaye de faire son petit bonhomme de chemin avec les moyens du bord. Donc moi il y en a un qui m'a défendu parce que j'avais été menacé de mort par un commandant, et à partir de là j'étais resté chez eux, mais après quand j'ai vraiment dû me battre pour les conditions de travail, il n'y avait plus personne. Donc du coup j'ai choisi un syndicat combatif pour faire avancer les choses pour tout le monde. Et vous faisiez quoi donc avant d'être exclu? Vous étiez en poste de gardien de la paix? J'étais gardien de la paix, je vais redevenir gardien de la paix, et j'étais au renseignement territorial, et c'est donc les ex-renseignements généraux. Très bien. Je vous présente Osinras, qui travaille et habite dans les quartiers populaires. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Yasser Louati, président du CJL, et qui lui aussi habite dans les quartiers populaires. Monsieur Langlois, il faut être en toute franchise, ici on a un sérieux problème ici depuis des années qu'on dénonce certaines affaires, et vous l'avez fait d'ailleurs, je crois l'affaire Steve, quelques autres affaires. Il y a des affaires qu'on a recensées. D'ailleurs il y a eu un rapport de la police des polices qui a quand même indiqué qu'en 2017, alors je crois le chiffre de 14 tués par la police dans une seule et unique année, il y a un réel problème de aujourd'hui violence policière. Alexandre Langlois, comment on l'explique?
Alors ça dépend ce qu'on met dans les violences, parce que le rapport de l'IGPN aurait pu être un moment pédagogique d'expliquer les choses, d'avoir des comportements qui ne sont pas admissibles, et dedans, dans ce rapport de 14 morts, on met un fourre-tout. Il y a des braqueurs, il y a des terroristes, il y a des gens qui ont été victimes pendant qu'ils étaient en garde par la police, donc il y a tout et n'importe quoi, donc il n'y a pas le rôle pédagogique, ce qui permet à tout le monde de faire les analyses de son choix sur ces chiffres. Il faut être plus, tant qu'on n'a pas ce qu'il y a derrière les chiffres, on reste dans des statistiques et on peut dire n'importe quoi derrière. Après, sur la police, il faut toujours faire la distinction, c'est ce qu'on dit depuis le début, la police a le droit de faire un usage légitime de la force pour établir l'ordre, pour garantir la tranquillité publique de tous. Après, il y a des personnes qui utilisent des fois la force de façon illégitime. À ce moment-là, ce n'est plus du tout une utilisation policière de la violence, à ce moment-là, c'est une infraction au code pénal qui est aggravée parce que c'est des dépositaires de l'autorité publique. Le problème réel qu'on a, c'est derrière, c'est qu'on a une institution qui s'appelle l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, c'est-à-dire la police qui enquête sur la police. Les policiers de terrain n'en veulent pas, la population n'en veut pas. Le Conseil de l'Europe a dit qu'il était complètement aberrant que la police enquête sur elle-même pour des raisons de transparence évidentes, parce qu'en fait, même si les gens font correctement leur travail, il y aura toujours une suspicion, donc c'est pas pertinent que ça continue comme ça. Et les seuls qui veulent garder cette institution sont les commissaires. D'ailleurs, ils avaient dit que quand un avocat avait dit qu'il fallait supprimer l'IGPN, ils avaient répondu il faudrait qu'on supprime les avocats militants. Oui, donc entre une institution qu'on peut supprimer, voilà, le Larousse par contre dit supprimer des personnes, c'est les tuer. Donc ça pose un sacré problème. Donc on voit bien qu'il y a cette omerta qui permet de protéger certains comportements déviants, encouragés par les commissaires et par les gouvernements successifs, parce que personne n'a réformé cette institution. Et le problème, donc, c'est le contrôle de la police pour que les citoyens aient confiance dans leur police. Ossine, Monsieur Langlois est à côté de toi et l'occasion peut-être d'échanger. Je oui, sais, et c'est regrettable que certains me disent on ne s'assoit pas à une même table avec la police. C'est-à-dire que le fossé s'est extrêmement creusé quand même depuis ces dernières années, surtout quand on habite les quartiers populaires. On y a tous vécu autour de cette table, en tout cas moi aussi. Et c'est vrai que les contrôles au faciès, on connaît aussi cette arrogance, cette violence qui est exercée par la police, par certains. Il ne s'agit pas encore une fois de généraliser à tout un corps de métier et puis essayer de comprendre. Mais il faut que vous entendiez quand même qu'il y a un fossé qui s'est creusé ces quelques dernières années et il faut vraiment peut-être commencer à travailler à, j'allais dire, rétablir un certain dialogue. Ossine. Justement, ouais, bien sûr. Bonjour, Monsieur Langlois, déjà, bienvenue. Bien sûr, alors je suis pas pour kiff d'opposer la police ou l'État au quartier populaire, forcément, etc. Il y a des policiers qui habitent dans des quartiers populaires, ce serait pas très intelligent de les opposer tous les deux, comme l'inverse. Alors moi, ce que je voudrais qu'on définisse déjà, c'est les violences policières, parce que comme on vient de dire rapidement, les violences policières, ce n'est pas que des meurtres ou des morts ou des assassinats par la police ou des bavures policières comme on dit. La violence, elle est présente partout. La police se sent souvent outragée, mais nous, la violence, elle commence très tôt et à un degré plus faible que ce qu'on pense. C'est-à-dire que nous, on n'attend pas qu'une personne d'un quartier soit assassinée ou en tout cas mort par balle de la police pour crier à la violence policière. La violence, on l'a subie dès notre jeune âge par un regard, par une parole qui est pas forcément bienveillante, qui a rarement été bienveillante pour ma part. Donc voilà, moi la violence, je la vois à plusieurs degrés dans la police. Ça s'arrête pas que l'utilisation de leurs armes. Ok, il y a aussi l'utilisation d'un certain pouvoir. Pour moi, c'est de la répression claire et nette qu'on a subi beaucoup dans nos quartiers. Je ne généralise pas, bien sûr. J'estime qu'il y a quand même des policiers bien en France, même si moi, pour ma part, j'en ai pas rencontré tant que ça. À savoir, avec toutes les affaires qui m'ont concerné, quand je dis affaires, je parle pas de grosses affaires de jugement, etc., mais un simple contrôle de police ou un simple dialogue avec un policier ou un contrôle routier, à 99%, ça a mal tourné. À 90%, ça a mal tourné pour être plus correct. Les 10% restants, ils existent, et moi, ça me permet peut-être de croire en quelque chose de positif et un petit espoir, même si je n'y crois pas vraiment. Ensuite, pour ma part, moi, j'ai suivi l'histoire, le vécu de Monsieur Langlois qu'on a la chance d'avoir comme invité aujourd'hui. J'ai suivi son parcours que je trouve assez pas mal du tout même. C'est ce qui me permet de garder mon calme aussi et de parler amicalement avec vous. Voilà, j'ai suivi. Surtout, on a parlé 2 minutes juste avant, et il y a un point qui est essentiel pour moi, et quand je débat avec les jeunes ou avec d'autres militants dans les quartiers, etc. Oui, parce que tu y travailles, rappelons-le. Exactement. J'aime bien mettre ça en avant, que le problème, il est plus profond que le policier qu'on voit en face de nous. Il y a tout un système qui est autour, à commencer par l'école de police. Quelles critiques sont à faire sur l'école de police? Là, je ne parle pas seulement sur les syndicats ou autre chose qui sont liés à l'école de police, mais je parle par exemple la formation. À la formation.
quand on leur apprend, par exemple, est-ce que la clé d'étranglement a toujours sa place dans la formation des écoles, avec tous les morts qu'on a vus par la suite, tous les décès qu'on a vus dans les quartiers par étouffement, quartiers ou autres d'ailleurs, puisque la clé d'étranglement tue. Elle est très mauvaise et quand elle ne tue pas, elle laisse des séquelles aux gens. Est-ce que c'est la seule solution pour bloquer quelqu'un? Les méthodes policières en général qui sont apprises par les écoles de police, comment dire aussi, pour pas utiliser le mauvais mot, mais comment on leur explique les quartiers, comment on les sensibilise au lieu où ils vont travailler plus tard, en leur criminalisant directement ce quartier avant qu'ils y aillent. Alors bien sûr, c'est qu'une idée que j'ai pas fait l'école de police, je sais pas exactement, ça va être top et c'est pour ça on veut aussi des réponses. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que aussi, hein, le LBD, hein, voilà, qui les armes utilisées aussi. Voilà. Tout ça, c'est pour savoir est-ce que le problème de la police, c'est pas le policier en lui-même qu'on a en face de nous, qu'il soit barbare ou pas. Est-ce que c'est pas le système policier qui est barbare plutôt derrière? Est-ce que c'est pas, en tout cas, s'il est pas barbare, est-ce que c'est pas le système policier derrière, de l'école de police jusqu'à ceux qui gèrent les commissariats et plus haut les décisionnaires, qui est à changer, à réformer? Monsieur Langlois, beaucoup de questions là. Beaucoup de questions, mais moi les questions sont bien posées et en fait il y a de la lucidité dans les questions, donc ça fait plaisir. Merci. Et non, nous c'est ce qu'on demande, c'est que le système et l'institution soient changés, parce qu'à l'heure actuelle, même avec les meilleures personnes, l'institution engendre des comportements déviants. Plusieurs raisons. Et je vais donner un exemple pour montrer qu'il y a la police avant les années 2000. Il y a un collègue qui est parti à la retraite avant 2000. Il nous a dit, par exemple, on m'a parlé de la police de sécurité du quotidien de partir à la retraite. Il a dit, mais en fait, ça devrait être notre travail tous les jours. Et lui, donc j'ai connu cette personne parce que c'était un copain qui est rentré dans la police au moment où lui allait partir à la retraite. Ils entendent sur les ondes, bah tiens, bac prise à la partie dans la cité, jet de projectile, tir de flashball. Et puis il est avec GG, on va l'appeler GG, c'est ce sous-brigadier, et il dit on va aller voir. Donc mon pote il dit c'est bien, on va se mettre du côté des collègues et puis on va rétablir l'ordre en tirant dans le tas. Et la voiture de police s'arrête entre les deux. Putain, GG ouvre la portière. Là tout le monde en entend du côté des policiers, arrêtez de tirer, il y a GG, c'est un collègue, on tire pas dans la cité, arrêtez de tirer, c'est GG. Et là il fait alors qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, comment on arrive là? Oui, il y a eu le contrôle de police, ils nous ont pas présenté la pièce, ouais, il nous a mal parlé. Il fait, d'accord, est-ce que ça vaut le coup de se balancer des projectiles à la gueule de chaque côté? Bah non, ouais, effectivement, bon bah donc les policiers retournent chez eux, les autres y retournent. Comment c'est arrivé là? Parce que ce collègue connaissait tous les gens de son quartier. Il disait par exemple, il y a deux jeunes qui ont pas de casque sur un scooter, je vais pas les courser, je vais sonner chez les parents. Je vais dire, j'ai vu ton gamin, la prochaine fois je t'aurai les services sociaux. Il a dit, moi j'ai jamais été embêté, j'ai dû habiter dans le quartier, il connaissait les gens avec qui il habitait. Après ça s'est dégradé parce qu'on a eu la politique du chiffre. Là il fallait du rendement, on n'était plus dans de la prévention, on n'était plus du dialogue, on ne devait plus jouer au foot, on devait plus... Il y a des gens qui nous disaient on allait en vacances avec les CRS, avec les gens du quartier, donc on avait un autre approche de la police, et les policiers avaient une autre approche avec nous, parce que les gens étaient fidélisés sur leur quartier. Donc ça a été fait, il faut faire du bâton, il faut faire de l'opération coup de poing, et du coup il y a un fossé qui se creuse au fur et à mesure, parce qu'il n'y a plus ce lien de confiance que les gens, parce que tout simplement ils connaissent, ils parlent. J'ai été juste après l'affaire Théo, j'avais été invité par Adama Traoré, homonyme à Aulnay-sous-Bois, oui. Et on avait fait un petit débat là-bas. Donc, et la chose qui m'a le plus marqué, c'était un monsieur d'une 50aine d'années qui m'a dit, vous voyez, ça fait 2 heures qu'on est dehors, qu'on parle. Vous savez ce qui me choque le plus? Je dis, bah non, c'est l'occasion, dites-moi. Et ben il me dit, on n'a pas vu une seule patrouille de police. Il a dit, moi quand j'étais jeune, on voyait des policiers patrouiller, on discutait avec eux, ils avaient le temps, on allait boire un café. Maintenant, on les voit uniquement quand ils font une opération coup de poing. Ils débarquent à 150 et c'est une opération maintien de l'ordre. Il n'y a plus de dialogue. Et après, il y a plus de connaissances. La politique du chiffre a engendré des contrôles à répétition pour faire du chiffre, plutôt que de la prévention et de la tranquillité publique. Donc il y a tous ces problèmes qui sont greffés. L'autre chose, c'est un problème aussi également comme dans toute la fonction publique, on envoie les plus jeunes fonctionnaires dans les endroits les plus difficiles. Mon frère qui est dans l'éducation nationale a rencontré le même problème, c'est qu'on dans ces quartiers où il devrait y avoir des gens d'expérience, mais tout simplement une expérience de la vie. Parce qu'on réagit pas de la même façon à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, quand on a des enfants, quand on n'a pas d'enfants. Et en fait, on envoie des jeunes fonctionnaires sans expérience, sans enfants, et qui effectivement à l'école de police on les a pas préparés à l'endroit où ils vont arriver, parce que de toute façon on découvre l'endroit où on va être affecté 15 jours avant la sortie. On nous dit bah voilà, vous allez terminer là, nous on a ouvert les postes à tel endroit, vous découvrez où vous allez aller. Donc il n'y a pas d'adaptation à son premier poste d'emploi. Donc les plus jeunes se retrouvent dans tous les endroits où nos collègues ont voulu partir, parce qu'ils veulent, la plupart sont affectés en région parisienne quand ils commencent leur carrière, mais ils veulent retourner en région chez eux, voire carrément des fois dans les départements d'outre-mer. Donc les gens n'ont qu'une envie, c'est de pas rester. C'est-à-dire que c'est toujours des jeunes qui arrivent, et en fait quand on réagit à 25 ans, 26 ans, en général nos collègues qui sont pris dans des dérapages ou qui font la une des journaux, ils ont moins de 30 ans. Donc s'ils avaient eu un encadrement nécessaire, on les avait formés sur la réalité, on leur avait dit plutôt que de faire du saut dessus, eh ben faites du dialogue.
si derrière on n'avait pas une IGPN qui était tellement opaque qu'on a l'impression que tout le monde fait ce qu'il veut dans la police, en fait, c'est tout le système qu'il faudrait changer. Quand des commissaires peuvent toucher des primes sur le nombre de chiffres qu'ils ont fait, on en arrive Ça existe, ça. Ah bah, ça existe toujours. Et Le Point avait regardé, c'était un article il y a quelques années, ils avaient dit qu'un commissaire, donc directeur de service maximum, donc c'est le cas extrême, il peut toucher à la fin de l'année pour ses bons résultats plus de 160 000 euros de primes. 160 000 euros de primes selon Le Point. Donc, est-ce que nous, quand on avait demandé les documents, c'était à l'époque à monsieur Cazeneuve, la réponse avait été par écrit, signé de sa main. Comme tout a été fait dans la plus grande transparence, nous ne vous donnerons aucun document. Voilà. La réponse vaut son pesant d'or. Donc tant que ce système sera déviant, la même chose, on parlait rapidement des contrôles aux faciès exactement, parallèlement. Quand on nous dit faut renvoyer tant de personnes au pays pour des situations d'étrangers en situation irrégulière, qu'on vous dit tactiquement faut faire du chiffre. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va contrôler des gens, je dirais, typés caucasiens, où ils ont plus de chances d'être européens ou américains? Au niveau des stats, on va pas être bon. Donc on va taper dans les populations où il y a plus de chances de faire du chiffre. Donc tant qu'on sera dans une rentabilité complètement débile, en fait, il n'y a pas d'autre mot, ça va engendrer un fossé, les gens vont pas se comprendre. Et au final, le rôle de la police, qui est d'assurer la tranquillité publique et pas un rendement statistique pour la com des gouvernements successifs, le fossé va continuer de se creuser. Donc il faut réformer l'institution. Et une fois que l'institution... C'est une réforme en profondeur, en fait, que vous proposez, hein? Nous, on rêve en profondeur, parce qu'en fait, tant que pour le moment, l'institution engendre des comportements déviants. Tant que c'est ça, c'est qu'il y a un problème institutionnel. Est-ce que on peut parler aussi de la clé d'étranglement? Parce que Cédras y a parlé, il a fait référence. Moi, par exemple, quand j'étais à l'école, j'ai pas appris assez de technique, donc il y a quelques années. Après l'école de police, pour le moment, les formations sont pas terribles. Je sais qu'on avait des collègues qui avaient marqué sur certains modules, ils ont dit en rigolant, heureusement que c'était pas là, mais il y avait marqué non évalué faute de formateur. Voilà, ils sont en train de faire les choses. Le niveau du concours a baissé, le niveau de recrutement a baissé, c'est-à-dire que M. Macron avait dit je vais recruter 2000 policiers par an au niveau des gardiens de la paix. La première année, 300 postes non pourvus, en descendant à 8 de moyenne. L'année suivante, il a baissé le niveau du concours. Ils ont quand même 8 de moyenne avec 200 postes non pourvus. Et le directeur de la formation a dit qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ces personnes que vous m'envoyez en formation? Ils n'ont pas le niveau prérequis pour que je puisse les former correctement. Donc à partir de là, soit on injecte de l'argent, soit on dit on laisse tomber la police. Mais après, il y a aussi un problème de formation initiale et de formation continue également. Parce qu'une fois qu'on est sorti de la belle école de police, comme disait un formateur il n'y a pas longtemps que j'ai croisé, il m'a dit le problème que je suis obligé de faire, je dis voilà ce que je dois vous apprendre, puis après je dois faire un truc que je ne devrais pas faire, mais voilà comment ça va se passer en vrai. Et en fait, tant que ce soit des gens dans des bureaux qui n'ont jamais foutu un pied sur le terrain. Petite anecdote, par exemple, notre directeur de la police nationale, M. Morvan, est devenu policier, directeur de la police nationale et policier par la même occasion, le jour de ses prises de fonction. C'est-à-dire qu'il a autant d'expérience qu'un gardien de la paix stagiaire, sauf que lui, son expérience de la police, c'est Place Beauvau, ministère, dans Paris 8e. Donc, qu'est-ce que vous voulez que ça fonctionne après avec des gens comme ça? On a un ministre, M. Castaner, qui passe comme un guignol dans une émission de télé au tableau. Et quand les élèves lui posent la question à LBD, qu'est-ce que c'est, comment on s'en sert? Je crois que c'est comme ça, je suis pas vraiment sûr. Non, enfin, je veux dire, on s'intéresse un peu à ce qu'on demande, surtout quand on demande un usage massif du LBD. Oui, et comme quand on est le premier flic de France. Ouais, voilà. Enfin, si c'est ça le premier flic de France, j'ai un peu honte des policiers, du coup. Voilà. Et du coup, le LBD, donc il y avait un problème. Nous, il y a quelques années, on avait soulevé le problème. Nos collègues nous avaient dit, on est formé avec un tir de 5 balles tous les 2 ans. Ouais. On avait dit, c'est une honte. Et la réponse a été, ah oui, vous avez raison, qu'on soit dans la honte, on va faire tous les 3 ans. Ça va nous faire des économies. Et en fait, à partir d'une utilisation d'une arme, en fait, qui peut être éventuellement intéressante, il y a un cadre légal très strict, parce qu'en fait, après, c'est pas l'utilisation de l'arme qui pose problème, c'est le cadre légal qui l'entoure. Si on dit vous avez le droit de l'utiliser que dans tel contexte, tel contexte, tel contexte, et si vous sortez de ce contexte, ce sera sanction. Voilà. Deuxième chose, si on est formé convenablement pour que les tirs soient précis et n'arrivent pas n'importe où à éborgner, mutiler des gens, même chose. Donc il y a tout ce contexte, et à ce moment-là, il n'y a rien en formation, et il n'y a rien dans les textes de loi qui permettent de limiter toutes les aberrations qu'on voit. Mais ça a été quand même là, si on prend récemment les Gilets jaunes, le bilan est terrible quand même. Arrachage de mains, Jean éborgné, Zineb Redouane. Vous connaissez l'affaire Zineb Redouane à Marseille? C'est même notre avocat qui gère nos autres dossiers qui est son avocat. Donc. On a un ami en commun. Zineb Redouane, oui, c'est Maître Bouzrou. Maître Bouzrou, voilà, oui. Absolument. Elle était chez elle tranquillement. C'est une femme de 80 ans qui ne demandait rien à personne et qui s'est retrouvée avec des tirs, enfin des éclats chez elle. On les a retrouvés, ça. Et aujourd'hui, Castaner nous dit ça n'a rien à voir, sa mort n'a rien à voir avec ça.
Pour nous, elle a ça à voir parce qu'en fait. Vous dites oui, ça a à voir. Vous. C'est bien des policiers qui ont tiré, bien qu'ils n'ont pas voulu tirer chez cette dame. Voilà, mais le résultat. Ça, on imagine quand même. C'est arrivé chez cette dame. Et après, le problème actuel, c'est qui a donné l'ordre d'utiliser ces armes sur des manifestations dans un contexte où les rues sont serrées, où ce type d'incident peut arriver. Donc qui c'est qui donne les ordres? C'est le ministre et la haute direction de la police nationale. Et c'est pour ça aujourd'hui, en fait, quand on nous dit on ne veut pas trouver qui a tiré, parce qu'en fait, on peut trouver qui a tiré. Il suffit de dire maintenant dans votre unité vous êtes 6, si vous dénoncez pas, vous êtes tous complices et vous prenez toute la peine maximum. Mais le problème, c'est que si on fait ça, la peur de notre hiérarchie, c'est de dire bah oui, mais attendez, nous on a pris l'arme parce que vous nous avez dit, c'est vous qui avez fait la doctrine d'emploi, et ça va mettre en cause tous les gens dans les bureaux qui n'ont qu'une envie, c'est de pas être embêtés. Donc tant que ces gens-là ne seront pas inquiétés, sur le terrain, on pourra de temps en temps avoir un policier condamné, il y aura toujours des gens. C'est très rare, selon quoi, quand même, admettez-le. C'est rare, mais il peut y en avoir. Il y en a vu des collègues qui ont perdu leur travail également. C'est rare, mais ça arrive. Il y aura des gens aussi qui seront mutilés et blessés. Mais tant qu'on n'aura pas changé la base, c'est-à-dire l'institution et ceux qui permettent ces situations, on va juste changer les acteurs d'une pièce de théâtre qui est fait par des gens qui ne seront jamais inquiétés, ni dans un sens ni dans un autre. Yasser El-Bouati, quel rapport avec la police? Alors, pareil, j'ai grandi à Vitry, donc forcément, on grandit pas avec une haute estime de la police, faut dire ce qui est. On grandit, on reçoit, on devient un adulte, père de famille, etc. Moi, ce que je vois depuis que j'étais petit déjà à Vitry et que la police n'était jamais, était toujours vue comme une force d'occupation qui est entrée pour faire, faire sa démonstration, que dès qu'on rentre ici, il faut que tout le monde se mette à fuir et que tout le monde cède le passage. Mais j'aimerais vraiment élever les questions à plus haut échelon. Là, on vous a écouté parler et vous dites il y a le fait de la politique du chiffre. C'est vrai que ça a été un désastre. Il a fallu gonfler les chiffres pour la communication politique du gouvernement, à commencer par le Premier ministre. Et maintenant, la question que je vous pose, c'est que pourquoi est-ce que la doctrine du maintien de l'ordre au sein de la police n'a jamais été révisée? C'est qu'on voit bien, en même temps que la police devient de plus en plus une force de répression, on l'a vu avec le soulèvement de 2005, on le voit maintenant avec les Gilets jaunes qui découvrent à leur tour ce que d'autres ont vécu avant eux pendant 30-40 ans. Est-ce qu'avec cette doctrine de maintien de l'ordre qui est de plus en plus répressive et qui c'est plus en fait de mater au lieu de contrôler, et en même temps on a une extrême droite qui quand même entre 52 et 58% au sein des personnes issues des forces de l'ordre, est-ce qu'on n'a pas là, un cocktail explosif qui tend à faire de la police qui vire de plus en plus vers l'extrême droite, avec en plus des moyens violents qui sont de plus en plus incontrôlés. On n'oublie pas la violence qui a été utilisée par exemple pendant l'état d'urgence, avec des perquisitions qui étaient complètement au-delà des chiffres de les fameuses 5000 perquisitions et les moins de 1% qui aboutit à une enquête pour terrorisme. Est-ce que là, les policiers qui sont sur le terrain, un monde ne se disent pas, mais on est en train de se tirer une balle dans le pied parce que c'est nous qui sommes sur le terrain et on est en train d'appliquer une doctrine qui nous mène droit au mur. Les technocrates qui sont à la place Beauvau et qui changeront d'administration, etc., eux, ils continueront leur carrière, mais c'est vous, policiers sur le terrain, qui j'ai dit vous, pas vous, monsieur Langlois, mais les policiers qui se disent pas, on est quand même issus de ces populations-là, c'est quand même nous qui allons affronter le mépris et en même temps vous avez un syndicat comme le syndicat Alliance, je vais pas entrer dans les guéguerres entre syndicats, où on a un syndicat Alliance qui a monopolisé la parole de la police. Ça veut dire à aucun moment où on a un syndicat qui va dire ce que vous dites sur aussi bien la politique du chiffre, la doctrine de maintien de l'ordre, l'installement et non plus la montée de l'extrême droite au sein de la police, et en même temps on a même l'impression qu'il est dans l'intérêt de syndicats comme Alliance d'avoir un ministre de l'Intérieur qui soit incompétent, soit personnellement faible, comme on voit avec Castaner, pour que justement la parole de ce syndicat majoritaire qui justement maintient un discours d'extrême droite soit le plus entendu. Et malheureusement, lorsque ce ministre de l'Intérieur s'exprime, c'est littéralement, il reprend tous les éléments de langage d'un syndicat comme Alliance. Pour revenir à la question de base, c'est comment est-ce que vous gérez le cocktail explosif qui est doctrine d'un côté et extrême droite de l'autre?
Juste entre les deux, je veux dire, un ministre peut être incompétent et faible. C'est possible de réunir les deux qualités. J'ai préféré faire preuve de retenue. Voilà. Sur les deux choses. La première, il y a effectivement une légende urbaine en disant que les policiers votent à 50 ou 60% extrême droite. Je vais donner pourquoi. Parce qu'on ne sait pas ce que votent les policiers. Au final, on a une estimation que c'est à peu près comme la population nationale à peu de choses près. Pourquoi ? Quand même, qui parle de Alors justement, je vais venir à deux choses. Il y a deux choses. Le Cevipof qui avait fait une étude effectivement, mais l'étude en fait, pour qu'un échantillon soit représentatif, donc ça c'est des statisticiens qui le disent, il faut à peu près 300 personnes minimum. Le Cevipof a fait une étude sur 112 personnes, gendarmes, militaires, policiers, sans distinction, avec notamment pas le chiffre minimum pour que les statistiques soient fiables. La deuxième chose aussi également qui avait été utilisée à un moment, c'était en disant dans tel bureau de vote, à Satory, à Versailles, à côté d'où je travaille, il y avait marqué 52% des personnes ont voté Front National. Il se trouve que ce n'est pas les policiers, c'était une caserne de gendarmerie et de militaires. Et après, par association d'idées, les gens qui disent force de l'ordre. Oui, mais du coup, les policiers et les militaires, c'est pas du tout la même chose. Et après, par ce truc, on a dit gendarme mobile, CRS, policier. Donc moi, je veux bien qu'il y ait des glissements. Pour le moment, à l'heure actuelle, on ne sait pas ce que votent les policiers. Et dans la police nationale, il y a des syndicats qui sont réputés proches de l'extrême droite, dans ce qui a marqué. Donc il y avait France Police et l'AFPIP un temps. Et aux élections professionnelles, quand on les cumule tous deux, ils font 5%. La deuxième chose, sur ce qu'on vit sur le terrain, les ordres complètement aberrants et la monopolisation de la parole sur certains syndicats, notamment Alliance, qui lui est plutôt proche des républicains les plus radicaux. Voilà. Eh bien, c'est compliqué pour nous, parce que par exemple, sur les perquisitions administratives dont vous avez parlé, moi je suis dans un service de renseignement où mon service en a fait. Et en fait, les collègues viennent de tous les quartiers, y compris des quartiers les plus populaires. On a des collègues chez nous qui peuvent venir de Trappes ou des choses comme ça sur le 78. Et ils nous ont dit, mais c'est complètement idiot, parce qu'en fait, on ne fait qu'intensifier, parce que ces perquisitions ont été détournées de leur but initial. Elles n'ont pas été utilisées pour lutter contre le terrorisme, mais elles ont été utilisées par facilité pour des affaires de stupes, pour des affaires en souffrance, parce qu'on n'avait pas les éléments. Pour du renseignement. Parce qu'en fait, même ce que vous avez dit, je vais terminer, sur les 5000 perquisitions administratives, c'est zéro pointé qui ont abouti. Et après, le ministre a dit dont quelques-unes. Non, en fait, il y en a une qui a abouti. Mais en fait, l'affaire de contre-terrorisme était déjà engagée judiciairement avant les perquisitions. Donc 0 nouvelles affaires sorties. Donc ça n'a servi à rien, à part énerver tout le monde. Par contre, je vous interromps, c'est vrai que j'ai quand même tempéré ces 5000 et c'est moins de 1%. C'est que moins de 1%, 0, c'est moins de 1%. Les informations de différentes familles, c'est que aussi bien que ce soit la police ou la gendarmerie, beaucoup étaient surpris en disant mais qu'est-ce qu'on fout là ? C'est littéralement, on a même eu un cas de perquisition où carrément les agents prenaient les vêtements pliés, les bouger et les remettre à leur place tels qu'ils étaient on a fait une perquisition juste pour la forme. Donc, mais les collègues étaient outrés. Pas toutes les perquisitions ont été violentes. Il y a eu des perquisitions violentes aussi. Il y a eu très violentes. Je n'ai cessé de le dénoncer. On a eu des couples qui ont explosé à cause des perquisitions, des enfants qui étaient tétanisés. Et encore une fois, dans 15-20 ans, on va récolter les fruits parce que malheureusement ces gamins ont vu leurs parents humiliés par les forces de l'ordre pendant les perquisitions. Mais néanmoins, c'est vrai que beaucoup des perquisitions avaient été faites pour des raisons de faire du chiffre. Et plutôt pour envoyer un message, nous faisons quelque chose. Je confirme, parce que nous on avait, c'était monsieur Valls ou Cazeneuve, je sais plus lequel ministre on avait à cette époque-là. Cazeneuve, merci. Et qui avait dit, moi il me faut 100 perquisitions par semaine, il faut que ça tombe, vous devez me faire du chiffre, vous me trouvez des personnes à perquisitionner, même s'il n'y a pas de sujet, faut que je puisse annoncer. Mais est-ce qu'à un moment, il n'y a pas des membres de votre hiérarchie qui peuvent dire, non mais attendez, non seulement c'est contre-productif pour les agents qui sont sur le terrain, et c'est contre-productif parce que les vrais terroristes, eux, vont se cacher encore plus, sachant que des innocents sont perquisitionnés. Ça va même engendrer des problèmes. Et moi, à l'époque, on m'avait dit à un moment, tes collègues sont surchargés, parce que moi j'étais sur le côté plutôt social que le côté antiterrorisme. Et j'ai dit, moi je veux bien être volontaire pour aller faire des perquisitions. Par contre, je vous rassure tout de suite, si à la perquisition il y a quoi que ce soit d'illégal, je fais directement un tract et ça va être publié partout. La réponse de ma hiérarchie a été, on va se débrouiller sans toi. Donc voilà, après les problèmes, c'est les pressions internes, les pressions qu'il peut y avoir. Donc quand il y a de la résistance, les gens qui ont résisté, je pense par exemple à un commandant de police qui avait resté il y a quelques années, monsieur Philippe Pichon, qui avait dénoncé le fichier STIC, tous les dysfonctionnements de ce fichier en disant c'est complètement n'importe quoi. Il a été viré de la police nationale parce qu'il avait dénoncé des choses, et depuis, grâce à ces interventions, le fichier STIC a été supprimé, remplacé par un autre fichier qui est pas tellement mieux, mais en tous les cas, voilà. Mais l'administration a reconnu que ce qu'il avait dit était vrai, mais il ne fallait pas le dire. Donc il a été mis à la porte. Même chose, je vais redonner un autre exemple pour qu'on comprenne les pressions psychologiques qu'on peut subir. Ça n'excuse pas tout, mais après ça peut expliquer de certains comportements, en tout cas les gens qui font je vais faire le minimum pour que on puisse pas me reprocher de ne pas avoir exécuté les ordres, mais que je puisse encore garder un simili de conscience. On a un collègue sur une manifestation gilet jaune, son chef de service lui a dit tu prends un LBD. Il a dit moi j'ai pas d'habilitation. Enfin, l'habilitation étant déjà une blague, il a dit j'ai même pas la pseudo-habilitation.
son chef du service, lui a dit pas de problème, tu as deux solutions. Soit tu le prends et puis on en reste là, soit tu le prends pas et puis pense à tes vacances cet été avec tes enfants. Je vais devoir te les décaler de 15 jours pour nécessité de service. Ah oui, donc ça veut dire que... de pression, quoi. Donc là, ça soulève une question, monsieur Langlois, c'est quand est-ce qu'on aura des lanceurs d'alerte au sein de la police? Je sais qu'il y a eu votre... Eh ben justement, je vous propose d'attendre la réponse, monsieur Langlois. Quand est-ce qu'on aura des lanceurs d'alerte au sein de la police? C'est une très bonne question qui nécessite une bonne réponse. Et je demanderai à Ossine si il a deux trois petits trucs à rajouter quand même pour conclure cette émission. Monsieur Langlois est avec nous. Merci en tout cas d'accepter de répondre à nos questions. Pas franchement très tendre, mais il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise des choses franchement. On aurait pu être pire. Hein, là, on aurait pu être pire, mais on est tranquille. Voilà. Moi, je me sens bien accueilli. Hein. Eh ben écoutez, parce que c'est vous. Alhamdoulilah, comme on dit chez nous. Merci beaucoup, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Alors il nous reste malheureusement très peu de temps, mais peut-être l'occasion vous sera donnée, Alexandre Langlois, de revenir pour prolonger ce débat, parce que je pense qu'il est nécessaire et important. En tout cas, oui, avec plaisir. Ossine Ras, Ossine. Alors rapidement, pour dire clairement, on va dire les choses franchement, Ossine, t'étais pas chaud au départ. Avec Langlois? Non, pas avec Langlois. Quand je t'ai proposé, on va faire un débat avec la police, tu m'as dit, franchement, je suis pas chaud. Alors, je suis pas chaud, pas par manque de courage, au contraire. Non, bien non, c'est pas ce que j'ai dit. Mais par respect pour des familles victimes de violences policières, victimes qu'on appelle souvent des bavures policières, qui ont eu des enfants, des frères et sœurs morts, décédés sous les balles de la police depuis des générations et des générations, par respect pour mon histoire des quartiers populaires, etc., par tous les débats qu'on voit justement à la télé ou ailleurs et qui au final ne nous apportent pas beaucoup de bénéfices à nous, puisqu'au final c'est toujours le même qui a raison. Aujourd'hui c'est un peu différent parce qu'on a aussi la chance d'avoir une personnalité un peu spéciale de la police, quelqu'un qui pour moi à mes yeux est plus courageux, c'est très rare donc je tiens à le souligner, excusez-moi, par respect pour votre métier. Donc voilà, moi je voulais revenir sur deux points rapidement. Alors on parle souvent de la police de proximité, ce serait bien qu'elle revienne, etc., etc. Moi j'ai pas vraiment connu, parce que voilà, dû à mon âge, j'ai pas vraiment connu la police de proximité. J'étais pas à proximité d'eux justement. Moi il y a un problème qui me choque dans cette appellation, comme vous avez dit tout à l'heure pour la police sur la sécurité et de la police quotidienne. Je sais plus comment on l'appelle, la PSQ, donc police de sécurité quotidienne. Voilà, qui a été mis en place aussi dans ma ville à Sarcelles, mais qu'on ne comprend pas parce qu'ils sont pas différenciés d'autres policiers, donc on voit pas trop ce qui se passe. Moi, toute cette police, surtout le terme police de proximité, ça me choque. Pourquoi? Parce que de nature, la police doit être de proximité. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Cette barrière qu'on se force à mettre, que les policiers se forcent à mettre avec la population, excusez-moi. Quand on parle avec les gens, on se fait sanctionner. Il faut savoir. Pardon, quand on parle avec la population, qu'on essaie de dire ce qui se passe, et je sais très bien. Donc c'est pour ça, qu'il faut qu'on casse cette mainmise pour qu'on puisse retrouver notre travail. Justement, pourquoi on n'y arrive pas? On y arrive dans les communautés, on le voit dans les débats, souvent il y a des sauveurs qui viennent sauver des gens d'un pseudo-islamisme, d'un pseudo-communautarisme. On en voit encore avec les femmes voilées quand on dit ah non mais on veut les défendre, on veut les sortir justement d'un côté sectaire qui les oblige à mettre ce voile. On oblige plein de choses. Quand ils veulent sauver des gens, ils le font. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas ce même mot d'ordre? On sait que dans la police ça existe, cette omerta. Si tu ne parles pas, si tu parles, si tu veux être différent des autres, on le voit encore aujourd'hui, tu seras mis de côté, tu seras mis dans ton coin et très marginalisé par rapport au corps policier par exemple. Pourquoi ce tabou il n'arrive pas à être cassé? Est-ce que vous êtes, parce que là pour l'instant moi vous êtes à peu près le seul que je connais là à ma mémoire aussi, il y en a d'autres. À ma mémoire en tout cas, en ma mémoire médiatisée etc. en ce moment, c'est Alexandre Langlois que j'entends. Alors il y a plusieurs choses. Pour casser la mainmise, en fait, l'administration détruit nos vies. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sanctionné, ils détruisent nos vies familiales, nos vies privées, ils nous empêchent de voir nos enfants avec des horaires à rallonge, c'est nous qui vont rappeler. Après ça engendre des divorces, ça engendre des complications, on peut pas voir nos enfants. Et tout le monde n'a pas la force en se disant je vais subir tout ça pour me battre, pour aller plus loin et respecter mon engagement. Et en fait les gens disent je vais juste faire mon travail à minima pour essayer de le faire en conscience, pour voir qu'on me reproche quelque chose. Et 80% des policiers vont dire moi je ramasse mon argent à la fin du mois et laissez-moi tranquille, je veux plus rien avoir, c'est pas la vocation que j'ai choisie par rapport à mon engagement profond, mais je suis pas prêt à sacrifier ma vie personnelle, voire me suicider à la fin tellement je suis désespéré de ce qui se passe autour de moi. Beaucoup de suicides d'ailleurs dans la police. Voilà, donc en fait c'est ce désespoir dans la police, il y en a qui disent on va arrêter. Donc tant que ça se sera pas réglé, il faut que à ce moment-là ça vienne de l'extérieur de la police, en interne c'est
la mainmise complète. Moi, ce qu'ils ont dit, ils m'ont dit on va couper ton salaire. Une fois que tu n'auras plus d'argent, ils m'ont collé 6 commissions rogatoires pour diffamation, ce que les procureurs ont classé sans suite. Et ils m'ont dit on va te briser financièrement pour te casser ta famille, pour te casser. Une fois que tu seras brisé dans ta vie privée et familiale, tu n'auras plus le soutien. Ce sera fini. Pas de chance pour eux, ça s'est retourné contre eux grâce à un soutien populaire. Et c'est pas possible pour tous les policiers qui voudraient faire la même chose. Donc du coup, je porte un peu la parole de ces policiers qui peuvent pas le faire, qui essayent de faire toujours le moins mauvais choix, mais qui des fois n'arrivent pas à aller plus loin que ça en fait. Donc c'est compliqué. C'est ça qui est justement. compliqué. Est-ce que c'est pas là, à ce moment-là, que nous, citoyens lambda ou policiers, attendent un vrai syndicat dans la défense de ces policiers-là? Ce que je trouve choquant, c'est que peut-être que la police c'est le seul corps de métier en France où les syndicats sortent justement quand il y a bavure, quand il y a une attaque envers la police, etc. Alors que si on regardait, on va parler de bavure, imaginons un chauffeur de bus de la RATP qui écrase quelqu'un, etc. Manque de peau, voilà, il y a quelque chose qui se passe derrière. On va pas voir un syndicat sortir pour défendre le chauffeur de police, parce que c'est pas forcément son rôle. Le rôle d'un syndicat, c'est aussi de vous battre pour vos avantages du métier, pour avoir une meilleure vie, pour vos heures sup que vous faites trop, parce qu'on a la considération aussi dans les quartiers que les policiers travaillent trop. Quand on voit un policier combien d'heures sup d'ailleurs hier ce matin, là, la conscience nous jeunes des quartiers que le policier fait beaucoup d'heures. Et ce qui est dangereux, et c'est ce qui est très dangereux pour la population. Pourquoi? Parce que voilà, ça entraîne de la fatigue, un énervement, de la fatigue, etc. Et qui est répercuté. Encore aller plus loin là-dedans, ce qu'on leur a dit, écoutez, quand les gens font 10 vacations d'affilée sans week-end, des fois des vacations de 20 heures, mais effectivement on n'a pas la même sensibilité, la même patience au bout de 20 jours. Voilà. Donc ça je mets tout le monde au défi, sauf que la différence des gens lambda, c'est que nous on est armés, qu'on a un métier. Exactement. Donc il faudrait qu'on soit encadré par des gens responsables, mais ils sont complètement irresponsables. Ils ont dit, comme vous avez été capable sur les gilets jaunes de faire des vacations de 20 heures, on va vous passer à des vacations de 12 heures. Comme vous avez été capable du plus pire, on va vous mettre au pire. Les collègues ils nous ont dit, mais attends, si on fait déjà 12 heures de vacation, 3 jours d'affilée, le temps de trajet, 1 heure, allez, 1 heure retour, 14 heures. Ça, si on a une affaire qui dépasse, on va se taper des journées de 16 heures. 3 jours d'affilée, mais la 3e journée, on est mort. Et le ministère, la réponse, c'est bah oui, mais vous avez déjà fait des journées de 20 heures, et puis sur le temps de présence pour nos statistiques, ce sera impeccable. Mais le service rendu, c'est zéro. Je veux dire, tout ça, on l'entend. Dernière question, dernière question, c'est que pourquoi est-ce que les syndicats qu'on entend, enfin en tout cas qui sont les plus bruyants pour des raisons, ils ont leur réseau ou pas, pourquoi est-ce que les syndicats qui ont pignon sur rue et ceux qu'on entend au niveau national sont toujours ceux qui défendent une orientation idéologique et pas la vie réelle des policiers sur le terrain? Parce que pour nous, je veux dire, vu de l'extérieur, les syndicats de police défendent l'idéologie de droite qui gangrène la police nationale. Et pour le moment, c'est tant qu'il y a un chantage aux mutations, aux avancements, ces gens-là en fait viennent vous voir, disent tu me refiles ton bulletin de vote, ce qui s'est passé aux dernières élections professionnelles. Ils ont dit t'es adhérent chez moi, tu me donnes tes codes parce qu'on votait par voie électronique, sinon t'as pas d'avancement et de mutation pendant 3 ans. Donc du coup, ces gens-là, ou alors ils donnaient des bons d'achat. Voilà, il y a 4 procédures pour annuler les élections professionnelles chez nous pour fraude, ce qui est assez grave parce que le ministère de l'Intérieur est garant de toutes les élections en France. C'est-à-dire que s'il y a de la fraude déjà pour les propres élections professionnelles, je laisse imaginer pour tous les autres types d'élections. Et donc du coup, ces syndicats en fait c'est le serpent qui se mord la queue. Comme ils sont déjà récupérés les adhérents avant, après ils font un chantage, les gens revotent pour eux, ils sont remajoritaires. Donc on ne sait pas. Les policiers de base ne sont pas représentés par rapport à ce qu'ils veulent. Il y a ceux qui crient le plus fort et ceux qui ont mis la mainmise dessus. Et je vais finir sur une chose très importante parce qu'on parlait juste pour conclure, c'est qu'on était des gardiens de la paix. Moi j'ai signé pour gardien de la paix. On est devenu force de l'ordre et c'est pas du tout la même chose. Et la campagne de recrutement de l'année dernière, ça a été gardien de notre paix. C'est-à-dire que maintenant c'est plus la paix collective, c'est la paix d'une certaine partie de la population et ça c'est très dangereux. Monsieur Langlois, c'est pas avec ce que vous nous racontez aujourd'hui que vous allez récupérer votre poste demain. Moi je propose une deuxième mi-temps avec J'ai ma conscience, c'est le plus important. Est-ce que vous acceptez la deuxième mi-temps? Moi j'accepte la deuxième mi-temps, moi je suis bien reçu donc c'est parfait. J'aime bien le débat. Écoutez, on met le couvert si vous le voulez bien, on va voir nos agendas. Merci monsieur Langlois en tout cas d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Merci à Yasser Louati et aussi Naras pour cet échange très instructif et très intéressant. Comme quoi le dialogue est possible, finalement. Ouais, on fera 2 heures spéciales. Absolument. À tout de suite. Merci beaucoup. Bonne soirée. Demain, autre invité, autre ambiance. Esther Benbassa sera dans le studio. La sénatrice Europe Écologie Les Verts. En direct entre 16h et 18h. Bonne soirée. Le rappel de l'actualité évidemment maintenant. Et on se retrouve demain à 16h évidemment. Soyez là et fidèles au rendez-vous du Grand Forum sur France Maghreb 2. Bonsoir. Bonsoir, il n'y aura pas de débat comme prévu à partir de 18h30 à Rodez, dans l'Aveyron, dans le cadre des consultations citoyennes sur la réforme des retraites. Pas de débat, ni avec le haut commissaire Jean-Paul Delevoye, ni avec le chef de l'État qui a renoncé à faire le déplacement. Le débat est annulé, reporté sine die après la disparition de Jacques Chirac. Emmanuel Macron va prononcer à 20h une allocution télévisée. Jacques Chirac s'est éteint ce matin à l'âge de 86 ans. Et dans
Dans l'ensemble de l'échiquier politique, ils sont nombreux à lui avoir déjà rendu hommage, à commencer par les anciens chefs de l'État. Son prédécesseur à l'Élysée, grand rival à droite Valéry Giscard d'Estaing, exprime simplement son émotion. Nicolas Sarkozy, plus durement touché, affirme que c'est une part de sa vie qui disparaît aujourd'hui. François Hollande salue de son côté un combattant qui avait su établir un lien personnel avec les Français. Le président du MoDem, François Bayrou, salue lui son attachement à l'unité des Français et aux valeurs républicaines. La numéro 1 du RN, Marine Le Pen, un président capable de s'opposer à la guerre en Irak. Et dans la capitale, la maire socialiste Anne Hidalgo affirme que Paris est en deuil. Des réactions aussi à l'étranger. Le président sortant de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, affirme être bouleversé, dévasté par la mort, dit-il, de son grand ami. La chancelière allemande Angela Merkel salue en Jacques Chirac un formidable partenaire. Et le président russe Vladimir Poutine, un dirigeant sage et visionnaire. Jacques Chirac, plusieurs fois ministre, chef du gouvernement pendant la cohabitation sous François Mitterrand, avait dirigé la France de 1995 à 2007 et occupé le fauteuil de maire dans la capitale pendant 18 ans à partir de 1977 pour lui rendre hommage. Les dirigeants de la Tour Eiffel annoncent que la grande dame, que la dame de fer sera éteinte ce soir à partir de 21h. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.